Merci. Heureux d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Gérard Bayard et je suis vendeur. En fait, vous savez, comme beaucoup de vendeurs, on dissimule cette art derrière des titres divers et variés. Rares sont les métiers où on ose aussi peu dire ce qu'on fait dans la vie. J'ai jamais eu vendeur sur ma carte de visite. Je démarrais comme attaché commercial. Enfin, je devrais dire ligoté commercial, parce qu'au début, on a très peu de latitude. Puis avec les années, je suis devenu ingénieur commercial. Je peux pas imaginer le sourire de ma mère quand je suis rentré avec ingénieur sur la carte de visite. Il s'est dit comment il a fait pour devenir ingénieur en faisant représentant de commerce. Ça fait partie des miracles de la vente. Et puis après, on grandit, on devient chef des ventes, directeur commercial, toujours vendeur, mais plutôt limité aux endettements. Puis président pour terminer, ça c'est vendeur tout le temps, parce qu'il y a les clients, il y a les collaborateurs, il y a les actionnaires. C'est le métier de la vente. C'est une vraie passion que je suis heureux de pouvoir partager avec vous dans le cadre d'un sujet qu'on a appelé pompeusement les secrets de l'excellence commerciale. C'est vrai que c'est prétentieux comme titre. C'est simplement le nom d'une étude que l'on a menée sur un plan européen au sein du cabinet Mercury International, que je dirigeais en France et que j'anime au niveau des PME et au niveau mondial aujourd'hui. Et cette étude a pour objectif d'identifier des pratiques transversales performantes. Existe-t-il des secrets en quelque sorte pour réussir sur le marché d'aujourd'hui? Ce programme d'études a démarré dans les années 2007-2008, a été renouvelé en particulier auprès des PME en France. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment de vivre sur le plan du commerce une révolution comparable à la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. On est en train de vivre une vraie rupture des pratiques. Alors, le terme de rupture n'est plus à la mode, mais je me dois de l'utiliser parce que c'est une rupture dans les systèmes, une rupture dans les comportements, une rupture dans les mentalités. Alors, ce que je vous propose pendant 1h10, c'est de passer en revue ces évolutions majeures, de regarder l'impact que ça va avoir sur les entreprises, aussi bien au niveau des achats que de la vente. Tous les exemples que je vais prendre aujourd'hui, curieusement, vont partir non pas de l'entreprise, mais de notre quotidien. Parce que cette révolution, sa particularité, c'est de ne pas être né dans l'entreprise. Lorsqu'on a parlé de la révolution informatique, ceux qui avaient les moyens d'investir dans l'informatique, c'était les entreprises, les compagnies. Il fallait avoir de l'argent pour le faire. La nouvelle révolution des comportements, elle se fait au quotidien. Elle se fait dans notre vie et elle est en train de gagner progressivement l'entreprise. Ça veut dire que les changements des particuliers ont changé, se sont produits avant même qu'au sein de leur métier, ils soient amenés à avoir ces nouvelles pratiques. Alors on va observer ça dans un premier temps et on va traiter cela en 4 actes qui nous permettront de découvrir s'il existe de véritables secrets. On pourra échanger derrière. Alors, je vous disais, je suis vendeur depuis 1980, ça fait un paquet d'années, mais cette année, je suis un peu triste parce que je suis en instance de divorce. Pas de divorce avec mon épouse, ça va très bien, c'est avec les clients, c'est vrai. Et je vais vous parler du divorce commercial. Parce que quand on est vendeur et qu'on a le sentiment d'arriver à la fin d'une histoire avec des clients, c'est un peu difficile à vivre. Comme souvent, on découvre ça par les autres. Moi, j'ai découvert par la presse, et en particulier dans un tabloïd français célèbre qui s'appelle Le Monde. Il y a eu un article épouvantable qui a été publié, incompétent et intrusif, les Français maudissent les vendeurs. Alors, je nous savais mal aimés, nous vendeurs, mais de là à être maudits, c'est peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait pour être maudit et être traité d'incompétent et d'intrusif? Est-ce qu'on oserait parler d'autres métiers, d'autres populations en mettant dans la une du monde.fr incompétent et intrusif? Peut-être que le vendeur a une petite part de responsabilité, peut-être que l'on a amplifié certains comportements, peut-être que certaines émissions grand public du dimanche soir amènent à penser que le commercial qui va promouvoir de l'électroménager est capable de générer un endettement à vie de quelqu'un. C'est peut-être accorder un peu plus d'importance et de talent au vendeur qu'il en a réellement. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Ce divorce commercial se traduit déjà par une certaine forme de refus de communiquer. Et quand on a senti cette difficulté à rencontrer les clients, ce que disent dans les enquêtes les vendeurs, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à rencontrer les clients. S'ils ne nous rencontrent pas, c'est qu'ils n'en voient pas l'intérêt. S'ils n'en voient pas l'intérêt, c'est une profonde remise en cause de sa raison d'être en tant que vendeur. Et pourtant, quand on est vendeur, on a le sentiment d'avoir à peu près tout fait sur ces
20 dernières années pour sauver ce couple client-fournisseur. Alors passons rapidement en revue ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années. En 1980, on a vécu la première révolution commerciale. Dans les années 80, c'est venu de l'Ouest, même l'Ouest de l'Ouest, l'Ouest des États-Unis. Une nouvelle génération de vendeurs est arrivée. On les a rhabillés à peu près comme moi, on a rajouté la cravate, bien sûr. Ils étaient soit en costume gris, soit en costume bleu marine. Ils se comportaient à peu près tous de la même manière. Ils vendaient quoi à l'époque? Les loups, ces grands vendeurs, ces références du monde des copieurs, informatique, c'était les grandes écoles Xerox. Et on avait enseigné à ces commerciaux une méthode de vente qui a fait référence pendant une décennie et qui continue à exister très fortement, qui était basée sur l'écoute client. On avait compris, via le marketing, que plutôt que d'imposer des produits sur un marché, on avait plutôt intérêt à comprendre les tendances d'un marché avant de lancer un produit. Et bien on a transposé ces démarches à la vente. On s'est dit, plutôt que d'imposer un argumentaire à un client, commençons par cerner ses besoins et puis on pourra s'y adapter. Ça a donné le DAPA, découverte, accord, proposition, accord, célèbre démarche qui consistait à poser des questions, à dire au client, donc si je vous ai bien compris, ce que vous recherchez c'est ça, n'est-ce pas? Une fois qu'on avait verrouillé les attentes, on pouvait lui faire une proposition et obtenir un accord. Ceci a été une vraie évolution, une vraie révolution, puisqu'on avait commencé à mettre le client au cœur d'un processus. Vous allez voir que ça a été le démarrage d'une longue descente en enfer. Mettre le client au sein du processus, c'était progressivement considérer qu'il allait prendre le pouvoir. Parce que si on lui demandait ce qu'il voulait, on considérait qu'il était capable de définir lui-même quels étaient réellement ses besoins. Et progressivement, il a compris. Parce qu'en recevant un premier vendeur à 8 h le matin qui allait lui dire « Bonjour, monsieur le client, on va aller plus loin, je vais vous poser quelques questions. Que recherchez-vous pour voir un bon produit? C'est quoi pour vous une qualité technique? Ça se décrit comment ?» Et qu'il recevait un deuxième qui lui disait « Bonjour monsieur le client, à 10 h, avant d'aller plus loin, je vais vous poser des questions pour vous, un bon produit c'est quoi, une bonne norme technique c'est quoi ?» À 14 h, il allait recommencer, ça lassait rapidement. Et il s'est dit, s'ils viennent tous avec leurs mêmes questions, j'ai peut-être intérêt à leur préparer les réponses. Progressivement, on a commencé à écrire les réponses, on s'est appelé un cahier des charges, et on a dit aux vendeurs, mettez vos questions en face, et on va gagner du temps. Le DAPA, c'est un état d'esprit, c'est dites-moi avant, je parle après. Dans les années 90, tout le monde ayant été formé au DAPA, comme on avait un peu normalisé les comportements, on s'est dit qu'il faut monter d'une étape. En monter d'une étape, on a inventé l'empathie dans les années 90. L'écoute client n'étant plus suffisante, il fallait aimer l'homme qui se cachait derrière le client. L'acheteur n'est qu'un acteur, alors si on arrive à décoder le fonctionnement de l'individu qui se cache dans ce costume d'acheteur, on va gagner. Alors ça a donné tout un tas de techniques. En 95, j'ai même vu M6 pour sauver le couple, on a fait la PNL, l'analyse transactionnelle, la sémantique différenciée, la morphopsychologie, et j'en passe, des pages entières. On a vécu des séminaires d'anthologie à l'époque où on prenait toujours un acheteur, un vendeur, on leur disait allez, on va sketcher tout ça, vas-y, pose des questions. Alors on posait des questions, mais au lieu de s'intéresser à la réponse, au contenu, on s'intéressait à la manière dont il allait répondre. Et au bout de 5-10 minutes, le formateur disait alors, décode, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on disait des choses du genre, tu vois, je pense que c'est un travail humain de base, persévérant de phase, nécessairement de type sanguin, il est plutôt secondaire dans ses réactions, mais si j'arrive à le calibrer, je devrais pouvoir me synchroniser. Le formateur lui disait bien, on applaudit, Gérard, il a été très bien. Question accessoire, son besoin, c'est quoi? Attends, je ne peux pas tout découvrir, on ne peut pas s'intéresser à la fois à l'homme et à l'individu. C'est à peine caricatural, mais on a voulu donner l'impression qu'en maîtrisant des techniques psychologiques, on allait prendre le leadership sur l'autre, alors qu'au fur et à mesure, il commençait à gagner de plus en plus en autonomie. Nous allons y arriver. En 2000, la troisième révolution, elle a été liée au fait de dire, à force de demander au client, on n'arrive pas à se différencier, alors on va travailler sur l'anticipation. On va donner au client encore plus que ce qu'il n'a jamais osé demander. On va lui faire des offres attractives, on va le fidéliser. La fidélisation, c'est la clé de la réussite. Alors on a inventé la carte de fidélité. Ça a été un grand moment. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience de la carte de fidélité. J'ai eu la chance
dans les années 2008, 2007, 2008, de voyager énormément. En tant que président de Mercury France, notre siège était en Suède, on passait notre temps à faire des allers-retours pour des comités exécutifs. C'est parfois fatigant, mais ça présente un avantage majeur, c'est que ça permet de cumuler quoi? Des max. Et quand on cumule beaucoup de max, on devient gold. Il y a des gold parmi vous? Ou des platinium? Quand on devient gold, on devient quelqu'un d'important. Je fus gold. En 2008, j'avais une carte dorée de la compagnie qui me donnait accès à un salon privé où je pouvais avoir un apéritif avec des cacahuètes avant de prendre l'avion. Un grand moment. J'étais bien installé pendant que le peuple était dans la salle commune. Mon traitement privilégié, grand client, fidèle, et le peuple dans la salle commune. En 2009, on a eu une crise dans le monde du conseil, comme un peu partout, mais dans le conseil, on a été particulièrement touché. La décision a été de limiter les déplacements. Alors, on a développé des visioconférences, on a espacé les meetings. C'était extrêmement productif, ça permet de faire des économies, mais c'est pas bon pour les miles. Ayant perdu mes miles, un jour, à l'enregistrement, je sors mon billet, et là, la charmante dame qui était à l'accueil me dit « Monsieur, vous n'avez pas accès au salon ». J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle me dit « Vous n'êtes plus gold ». Alors là, le masque. Quand on découvre qu'on n'est plus gold, et je dis « Alors les conséquences, c'est quoi ?» Elle dit « Vous ne pouvez pas entrer ». Je dis « Mais pourquoi je ne suis pas gold ?» Elle dit « Mais c'est parce que vous n'avez pas suffisamment voyagé ». Alors j'ai dit, c'est quand même terrible parce que je croyais que c'était une carte de fidélité. Moi qui fais 100% de mes déplacements chez vous, c'est pas une carte de fidélité que j'avais, c'était une carte de potentiel, c'était de la remise quantitative en quelque sorte. Vous voyez? Il ne faut pas se tromper, est-ce qu'on rémunère un potentiel ou est-ce qu'on rémunère une fidélité? Ça crée des comportements assez curieux parce que ça déclenche une forme de zapping commercial et on n'appelle pas un chat. Et c'est ce qui s'est passé dans la téléphonie où de plus en plus on tourne. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais d'une certaine manière, on a refusé de regarder la vérité en face. Les changements de comportement sont nés il y a une bonne dizaine d'années, mais on n'y a pas fait attention. On n'y a pas fait attention parce que, comme je vous disais précédemment, ils ne sont pas venus par l'entreprise. Ça a démarré par quoi? Facebook. Facebook. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Machin où les gamins se trouvent des amis. C'est très très loin du business. Alors on y prête pas garde, même si ça fait quand même une grosse capitalisation, même si ça a perdu 30% par là, mais une grosse capitalisation, une des plus grosses capitalisations boursières, mais ça a été pris comme quelque chose de totalement annexe, et pourtant c'était les prémices d'une nouvelle manière de penser. Mais ça ne concernait pas le business, alors c'était pas grave. Alors bien sûr, un peu plus tard, on a communiqué avec des SMS. En 1992, on envoyait le premier SMS, truc de gamin. Aujourd'hui, il y a l'équivalent de la population mondiale en nombre de SMS envoyés chaque jour. Et c'est devenu un outil de travail. Désolé, j'aurai quelques minutes de retard, ou est-ce que j'ai bien pensé à envoyer la proposition? Ça commence à rentrer. Bon, il n'y a pas été garde dans un premier temps. Puis après, Mythique. 400 couples qui se rencontrent chaque jour sur Mythique. 1 million de couples qui vivent en France. Il y a un couple sur 8 aux États-Unis qui s'est rencontré via un site internet. C'est quand même incroyable. Comme ça a révolutionné une manière d'être. Alors que la rencontre, c'est quand même le point de départ de l'action commerciale. Et on ne l'a pas vu dans un premier temps. On n'a pas vu qu'on pouvait avoir 10, 15, 20, 30% des rencontres qui étaient générées par un outil qu'on avait totalement négligé. Après, il y a eu les premières transactions et puis on a commencé à échanger. TripAdvisor, ça a été eBay, Amazon. C'est pas grave pour acheter un bouquin, un CD, on n'a pas besoin d'un vendeur. Donc laissons-les, ces autonomistes. Et le mot a été lâché. Ces autonomistes de l'achat, ceux qui considèrent qu'ils n'ont besoin de personne pour prendre leurs décisions. Et puis tout d'un coup, il y a 2, 3, 4 ans, ça a littéralement explosé. Et là, on dit soudain la trahison. Pour la première fois, les comportements d'achat en ligne, les recherches, les comparateurs ont gagné de manière très significative l'industrie après ces premières tentatives d'enchères inversées qu'on avait connues déjà il y a quelques années et dans l'industrie. Alors, aujourd'hui, le constat est le suivant. 8 personnes sur 10 donnent du crédit à l'avis d'un tiers sur le web. Cette enquête est assez redoutable. Jamais les vendeurs n'ont obtenu un tel crédit d'intention. Jamais on a accordé autant de confiance
à un vendeur alors qu'on est prêt à accorder pour 8 personnes sur 10 la confiance à des informations dont on ne connaît absolument pas l'origine, on ne sait pas si celui qui les a données est payé ni par qui il est payé. C'est une drôle de manière de fonctionner. Et le vendeur dans tout ça, la vraie question à se poser, c'est fini. Est-ce la mort du vendeur, du moins du vendeur tel qu'on l'a connu, est-ce qu'il a encore une raison d'être? Alors, bien entendu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à condition de prendre un virage radical et de remettre en cause les pratiques qui nous ont permis, pour la plupart, d'arriver là où nous sommes en tant que manager. Alors, ce que je vous propose, c'est justement, en 4 actes, regardons ce qui se passe, prenons un petit peu de recul, ça amène la réflexion, et puis essayons de faire des transpositions dans nos business respectifs. L'acte 1, c'est la reprise du pouvoir sur les autonomistes. L'enjeu, il est là. Nous avons créé des acheteurs autonomistes en leur donnant l'impression qu'ils pouvaient faire tout seuls. Alors la définition de l'autonomiste, rien à voir avec ceux qu'on connaît. Moi je viens de Bretagne, il y en avait pas très loin à l'ouest, on parle d'autonomistes. Non, moi je parle des vrais dangereux. L'autonomiste, d'après le dictionnaire, est un partisan du comportement qui se fonde sur des règles choisies librement. Il fait preuve d'indépendance et se passe de l'aide d'autrui. Il fait preuve d'indépendance et se passe de l'aide d'autrui. Un autonomiste de l'achat est quelqu'un qui considère qu'il n'a besoin de personne pour prendre sa juste décision. Pire que ça, un vendeur est là pour l'influencer et l'amener dans une direction qui nécessairement n'est pas la bonne, puisque c'est celle de l'intérêt de l'entreprise et non pas de l'intérêt du client. Autrement, il n'aurait pas de raison d'être. La raison d'être d'un vendeur, c'est d'amener quand même quelqu'un à acheter autre chose que ce qu'il a initialement prévu. N'oublions pas, ça c'est la version hard de la vente. Eh bien, cette montée des mouvements autonomistes, ça se traduit par des comportements assez curieux que je vais essayer de vous mimer. Premier comportement, c'est l'autonomiste qui vient voir le médecin et qui dit « Docteur, je suis venu vous voir parce que j'ai une douleur dans le bas du dos. J'en situe l'origine entre L5 et S1. Il s'agit d'un passement intervertébral qui s'est traduit par un glissement d'un disque lombaire sur le tissu rachidien. Ça me fait une douleur portée qui descend le long de la jambe avec fourmillement dans les orteils. Et quand je lève la jambe, ça me fait particulièrement mal dans la fesse droite. » Vous voyez, docteur, ce sont les symptômes d'une... Il y a des autonomistes là. Merci, il me semble. Alors, docteur, comme j'ai une sciatique, vous me donnerez des anti-inflammatoires de type Voltaren ou Felden, ça m'est égal. Je les prendrai en LP pour éviter de multiplier les prises. Je prendrai un décontracturant, vous me donnerez un myolastan pour la journée et un panos pour le soir, parce qu'il y a des effets secondaires. C'est pas bon pour l'estomac, on va se prendre un petit pansement gastrique. Hein. Un Manox, ça fera l'affaire Exolam, c'est le même en générique, il est moins cher. Et puis vous mettrez 8 jours, docteur, pour que je m'en remette. C'est ça l'autonomie. Vous imaginez le médecin qui se retrouve face à un individu qui est capable de dire « voilà ce dont je souffre, voilà exactement ma pathologie, j'ai fait une analyse des symptômes, j'en déduis une pathologie et je vous donne le traitement ». Eh bien, dans le business, on commence à en voir partout. Dans le business, on voit des cahiers des charges qui sont élaborés encore mieux que par des experts parce qu'on a internalisé la compétence, parce qu'on a mutualisé ses compétences et parce que plus on injecte de valeur ajoutée dans le cahier des charges, plus on détruit de la valeur chez celui qui va y répondre. C'est relativement simple comme principe. Alors, c'est gênant. Le problème, c'est qu'on passe beaucoup trop vite du symptôme au traitement. Et c'est lié à toute cette culture de l'orientation client et de la question « dites-moi ce que vous voulez, je vais vous le proposer ». Le « dites-moi ce que vous voulez, je vais vous le proposer » consisterait à dire « si j'identifie tel type de symptômes, immédiatement, j'en ai le traitement ». C'est là la difficulté. C'est qu'on a simplement oublié au passage une étape fondamentale qui est l'étape de l'analyse. S'il y a un premier conseil à donner, c'est dissocier découverte et analyse. Lorsqu'on va voir un client, un médecin, il va vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous souffrez d'où? Dites-moi ce qui ne va pas. Il va identifier les symptômes et bien souvent il va dire, bon écoutez, on va regarder tout ça de plus près, je vais vous ausculter, vous allez aller passer une radio, et là il y a toute cette phase d'analyse qui est la véritable zone de création de valeur, la zone non transmissible. Si dans vos entreprises respectives, on se rend compte que la phase d'analyse, elle est passée chez le client, ça veut dire que mécaniquement, on aura une destruction de valeur. Deuxième constat, j'ai pris une phrase de Luc Ferry qui tenait à la convention nationale APM à Nice. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la confusion entre l'information et la connaissance. L'information est disponible.
Et quand on discute avec les jeunes, ils se disent à quoi ça sert d'apprendre, puisque de toute façon, l'info, on va y avoir accès sans aucun problème. Et la clé de la réussite aujourd'hui n'est pas de détenir l'info, mais de savoir où la trouver. Alors avec un bon système de communication, on va y aller directement. Et cette confusion entre information et connaissance laisse à penser qu'il suffit d'avoir l'information pour pouvoir prendre la juste décision. Regardez, ceci est un établissement, un resort qui se situe au Maroc, au sud de Casablanca, exactement à El Jadida. C'est un complexe, vacances, séminaires, enfin lieu où on peut travailler, se détendre et jouer au casino le week-end. Si on a envie d'aller dans cet établissement, on va chercher de l'information. C'est TripAdvisor, et on va zoomer sur les résultats. Regardez ça. 71 personnes ont dit que cet établissement était excellent. 43 ont dit que c'était très bien, 21 ont dit c'est moyen, 13 ont dit c'est pas terrible, et vous en avez 20 qui ont dit c'est épouvantable. On y va ou on n'y va pas? Quelle décision? On a l'information, mais on est incapable de décider. Parce que cette information brute, c'est à peu près le type d'information que l'on a quand on a posé des questions aux clients. Et si on ne va pas creuser, mais beaucoup plus loin, pour savoir qui a dit que c'était pas terrible, est-ce que c'était ceux qui étaient en séminaire ou ceux en goguette avec les copains qui ont été très contents, tant qu'on ne fait pas une analyse beaucoup plus fine, on ne peut pas avancer. Ce qui veut dire qu'il va falloir, et c'est le deuxième conseil, ce n'est pas en donnant de l'information aux clients qu'on va créer de la valeur. Si on veut créer de la valeur, il va falloir créer de la complexité. Et cette complexité, elle se résume en une phrase. En deux mots même. Bien la comprendre, je vais vous donner une illustration. J'ai eu l'occasion d'animer un séminaire sur la vente du prix, la défense des marges avec un groupe de commerciaux qui vendaient des contrats de désinsectisation et d'ératisation. Produit qui semblait relativement banalisé, et ils disaient on a du mal à vendre. Alors je dis mais vous vendez quoi exactement? On dit des contrats de désinsectisation, d'ératisation, on met des graines pour tuer des rongeurs. Ouais. J'ai dit, et vous vendez ça à combien? Ils m'ont dit, on vend ça à 200 €. Oui. Combien de passages? 4 passages, 50 € le passage. Ouais. Je vais vous mettez des graines, bonnes graines pour ce prix-là. On dit, vous savez, 1 kilo de graines, ça fait l'affaire, on achète ça dans n'importe quel coq du coin. Je dis avec un tel enthousiasme, vous devez pas en vendre tous les jours quand même, hein, parce que, en termes de posture commerciale, c'était légèrement perfectible. Mais quand même, il y a méfiance. On se dit, ou c'est de l'escroquerie et il vaut mieux arrêter tout de suite, ou il y a un vrai savoir-faire, mais il n'y a pas de faire savoir. Alors on va creuser un peu, on va chatouiller. Et j'aurais dit, mais quel type de graines vous mettez? Et là, ils ont répondu la phrase qui montre qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il y a de la complexité. C'est quoi la réponse? Quel type de graines vous mettez? La seule réponse à faire. Ça dépend. J'aurais dit, mais attendez, ça dépend de quoi? Ils ont dit, ça dépend du type de rongeur à tuer. Expliquez-moi. Elle dit, oui, il y a des rats, des souris, des mulots, des surmulots, des musaraignes. Et ils ont commencé à énumérer un nombre de bestioles dont on ne soupçonne même pas l'existence. Ils créent de la complexité. Je dis, et vous faites comment pour les reconnaître? Ils ont dit, c'est pas compliqué, on regarde les crottes. Il y a des courtes, des longues, des grises, des noires, et ils m'ont ouvert le livre des crottes, je vous jure. D'un côté, il y avait les crottes, de l'autre côté, il y avait les surgis. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ici, parce que les rongeurs ne se comportent pas tous de la même manière. Il y en a qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui décortiquent, alors qu'il y en a qui mangent tout. Si on met simplement le poison en surface et qu'ils décortiquent, on les nourrit, on ne les tue pas, vous comprenez, c'est pas compliqué. Ouais, je dis d'accord, ça va, j'ai compris. Et quelle quantité vous mettez? Et là, ils ont dit, ça dépend. Deux fois. Là, on voit la valeur qu'ils montrent. J'ai dit, ça ne dépend de quoi? Ils ont dit, ça dépend du niveau d'infestation. Ça va très vite. Les souris, un couple de souris, ça fait 1500 petits en une année. Mais c'est pas possible. Si, en cascade, là. Mais c'est rien à côté des cafards. Un cafard, vous en voyez deux, il y en a 14 998 derrière. Un couple de cafards, c'est 15 000. Il y en a partout. Il y a un agriculteur sur 12 dans le monde qui travaille pour nourrir les rongeurs. Le 12e de la production mondiale de céréales est coûté chaque année par les rongeurs. Oh, j'ai dit, ça fait peur, ça. Quand ça fait peur, ça s'appelle de la vente d'idées ou de la vente de besoins. Alors en creusant, j'ai dit, et vous les mettez où les graines? Alors là, ils ont dit,
Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des lieux de passage, des rongeurs. Vous voulez surveiller la nuit avec les lunettes infrarouges? Je me dis, mais non, c'est pas compliqué. Enfin, quand même, c'est évident. Vous rentrez dans une pièce, il y a des toiles d'araignée sur la pièce. Vous regardez le mur, sur un mur, il n'y a pas de toile d'araignée. Ça ne veut pas dire que les araignées n'aiment pas ce mur, ça veut dire que les rongeurs passent par là, ils vont embarquer les toiles d'araignée. Et ça, tout le monde le sait. Je dis, ouais, mais spontanément, ça ne vient pas à l'esprit. Les souris, elles passent toujours au même endroit, elles sécrètent une matière grasse. Il suffit de regarder le mur de biais, vous voyez la surbrillance et vous mettez les graines en bas. On a pris le contrat, on a tout réécrit pour une prestation comprenant l'identification des types de rongeurs, l'évaluation du niveau d'infestation, la localisation des zones stratégiques, la fourniture des produits adaptés. Il y en avait une page entière, les 200 € divisés par 12, ça s'est vendu nettement mieux. Tout ça a bien fonctionné quand on a créé de la complexité sans donner immédiatement la réponse. Certains, au bout d'un moment, ont trouvé plus malin que d'expliquer aux clients, tenez, venez voir, je vais vous montrer où sont les lieux de passage, vous avez les surmulots, c'est pas compliqué, il suffit de mettre des graines imprégnées à cœur, et là on détruit de la valeur. C'est trouver la juste limite en montrant de la complexité, en mettant en avant son expertise sans jamais l'offrir. C'est une équation un peu délicate à traiter. Une fois que vous avez créé la complexité, il faut aider le client. Et il faut concrétiser tout de suite. Autrement, on a fait le travail pour la concurrence. Troisième réflexion, c'est l'évolution du processus de questionnement. Un vendeur a été formé des séminaires et des séminaires à poser des questions. Et on a dit la clé de la vente, c'est de savoir poser des questions, des ouverts, des fermés, des faits, opinions, changements, actions, des sondages directifs, non directifs, tout. On a fait ça dans tous les sens, ce sont des stars des questions. On a fait une expérience il y a quelque temps, on a pris un groupe d'ingénieurs qui vendaient dans l'industrie à un grand groupe international. Et on a dit, vous allez préparer votre entretien et pendant une demi-heure, vous allez préparer les questions pertinentes qui vous sembleraient utiles de poser à la direction des achats et à la direction technique pour les intéresser. À l'autre moitié du groupe, on les a mis dans la salle à côté et on leur a dit, vous allez rechercher toutes les informations qui pourraient vous être utiles avant de rencontrer la direction technique et la direction des achats. Une demi-heure après, on les a mis dans la même salle. Et là, c'est triste. Vous avez les sachants et vous avez les autres. Vous avez les poseurs de questions. Les poseurs de questions, c'est combien avez-vous d'unités de production dans le monde, quels sont les derniers sites que vous avez ouverts, et puis vous avez l'autre groupe qui dit actuellement il y a 8 sites de production, dont notamment un qui a été délocalisé sur l'Inde et qui est spécialisé sur telle ligne de production. Quand on creuse un petit peu, vous avez des questions qui sont factuelles, sans aucun intérêt, et qui amènent souvent une question de la part du client qui est de plus en plus fréquente. Mais attendez, vous êtes allé sur notre site internet avant de venir nous voir, vous êtes renseigné, alors que les acheteurs ont compris ça. En grande distribution, ils ont compris toute la richesse qu'il pouvait y avoir à analyser les comptes des sociétés et de dire, j'ai vu que vous aviez sorti un résultat assez exceptionnel cette année, en amélioration de 4 points par rapport à l'année dernière. Comme nous pesons 20% du poids de la distribution en France, nous pensons que nous y avons contribué significativement et nous voulons savoir dans quelle mesure vous envisagez de partager les gains cette année. Okay. Ça met dans un état d'esprit positif. Ce qui veut dire qu'un groupe pose des questions et l'autre cherche de l'information. Aujourd'hui, un commercial doit aller rechercher de l'information avant de poser les questions. Ces dernières seront beaucoup plus pertinentes. Il n'est pas imaginable aujourd'hui d'aller voir un client sans avoir fait un parcours de recherche significatif avant. Les particuliers le font. Il y a encore des tas de vendeurs dans l'industrie qui n'ont pas ce réflexe d'aller voir les informations, la presse, les informations techniques, les évolutions de la législation, et on risque d'être un coup en arrière. La déstabilisation. Tout ça, c'est la suite logique de ces nouveaux comportements d'achat et de la disponibilité de l'information. On vient en tant que particulier. Vraie grosse déstabilisation. Depuis des années, on accompagne un fabricant de piscines, un grand dont je tairai le nom, mais dont le siège est dans le centre de la France, du côté de Saint-Étienne, et qui est leader européen. Et le showroom, les commerciaux ont été formés à bien traiter les clients qui rentrent dans un showroom. Il y a 10 ans, vous savez, 12 ans, au siècle dernier, il y avait des gens qui étaient un peu timides, on n'achetait pas une piscine comme ça, et puis on n'achète toujours pas une piscine comme ça. Alors vous aviez un couple qui rentrait dans un showroom et qui disait « Bonjour,
excusez-nous, mais on aimerait avoir quelques informations. On envisagerait éventuellement l'acquisition des piscines, il n'y a rien de fait, mais est-ce que vous auriez la gentillesse de nous renseigner sur ce qui existe? Et le vendeur disait, mais avec plaisir, monsieur Dame, si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous poser quelques questions. Et le vendeur s'installait en disant, bien, donc vous envisagez éventuellement l'achat d'une piscine. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix? Est-ce que c'est pour valoriser un bien? Est-ce que c'est pour une utilisation familiale, ponctuelle, toute l'année? Toute une découverte classique, que les enfants seront là? Oui, absolument, vous allez recevoir, bien sûr, on va recevoir, monsieur est sportif, oui, tout à fait. Bien, une bonne reformulation. Donc si je vous ai bien compris, vous voulez une piscine pour une utilisation familiale, utilisation toute l'année, avec la nécessité de protéger avec une couverture. Et comme vous aimez le sport, il faudra envisager une nage à contre-courant, parce que même une piscine de 10 mètres de long, c'est trop court pour nager. Ah bien, et ça vaut combien? Enfin, parfois le couple disait, et ça coûte combien? Le vendeur disait, non, ça ne coûte rien, ça vaut, parce que ça coûte quand on dépense, ça vaut quand on investit. Vous allez investir quelque chose de durable. On va trouver une solution pour le financement. Enfin, c'était au siècle dernier, tout ça. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je fais les observations dans les showrooms, je vous rassure, c'est un poème. Vous avez un couple qui arrive en disant bonjour, très à l'aise, comme s'ils en étaient à leur 50e piscine achetée. Il y a un vendeur, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, on a quelques questions à vous poser, si vous voulez bien vous assurer. Alors, avec mon épouse, on envisage l'achat d'une piscine, on s'est renseigné, elle dit, on est chez qui là? On est chez des joyaux, c'est ça. Alors, première question. En allant sur le site d'un de vos concurrents qui s'appelle Blockit, on a constaté qu'il utilisait un système de coffrage polystyrène où il faisait un coulé in situ sur du ferraillage béton. Le principal avantage, c'est qu'avec du polystyrène, ça permet d'avoir en moyenne 3 degrés de plus, c'est ce qui est écrit dans les forums, hein, on n'a rien inventé. 3 degrés de plus, on est obligé d'utiliser une pompe à chaleur. Vous n'avez pas envisagé ce procédé. Pourquoi? Là, vous avez le vendeur qui fait un léger pas en arrière, qui commence à dégouliner, il se dit pas trop, à l'aide, help, c'est pas terminé. Concernant le traitement, nous avons vu que les systèmes d'électrolyse de sel pour piscine étaient extrêmement économiques, faible consommation, et ça n'use pas les maillots de bain, et ça ne pique pas les yeux. Vous continuez à mettre du chlore ou du brome, pourquoi? À la deuxième question, ça suffit. À peine caricatural. Comment on fait? Comment on fait? Alors bien sûr, quand on va gratter un petit peu, on va se rendre compte que la connaissance, elle est extrêmement superficielle, mais suffisante pour déstabiliser. Et la différence, elle ne va pas se faire par une maîtrise des techniques de vente, du comment êtes-vous arrivé à cette conclusion, pourquoi dites-vous cela et tout ça, mais elle va être dans une démarche qui est liée au fait que ce qui a changé, c'est qu'avant, le vendeur, on le rencontrait très tôt. Dès qu'il y avait besoin d'une prise d'info, une fois qu'il avait bouquiné 2 ou 3 livres sur la piscine, il allait voir un vendeur pour chercher de l'information avant de prendre une décision. Aujourd'hui, on rencontre des clients là. L'achat est prédéterminé et prémédité. On a des clients qui sont formatés, déformés. Et si on n'a pas une vraie stature avec un vrai charisme et une expertise technique pour remettre chaque chose à sa place, ça risque d'aller mal. D'où aujourd'hui, oser la confrontation. Et oser la confrontation, ça va passer bien souvent par une véritable expertise technique, autant que par la maîtrise des méthodes de vente. Lorsque on a entendu le couple qui a dit, voilà, nous on veut de l'électrolyse au sel et puis on veut également avoir une couverture, quelle couverture vous avez imaginé? On a prévu une couverture aluminium. Alors si vous voulez mettre de la couverture aluminium avec de l'électrolyse au sel, ça va faire tout drôle. Mais ça, ce n'est qu'un exemple et il peut y en avoir des tas. Alors si vous voulez bien, concernant l'aspect technique, vous allez déjà m'expliquer quels sont vos objectifs et moi je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. C'est comme ça qu'on va procéder. C'est oser. C'est oser, c'est avoir cette assurance qui est liée à la maîtrise technique alors qu'on a parfois négligé. Comme l'acquisition de la technique se fait régulièrement et facilement aujourd'hui, on va être obligé de muscler bien davantage des commerciaux par rapport à ce qu'on a connu.
Pour ça, les méthodes qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la recherche du point dans le raisonnement. On a eu ces derniers temps pas mal de débats politiques, c'était intéressant parce qu'ils utilisent des vraies techniques de confrontation. Lorsque vous avez Sarkozy qui disait à Fabius en parlant de Hollande, comment pouvez-vous dire que votre candidat a une stature présidentielle quand il y a quelques semaines, vous le traitiez de fraise-des-bois, hein? C'est une phrase qui restera dans les techniques d'incohérence de discours. L'empathie par excès est une méthode qui consiste à aller à fond dans le sens de l'autre. Alors si franchement vous pensez que vous pouvez vous débrouiller tout seul, il y a des solutions encore plus simples en kit, vous allez voir, ça se prend tout seul, une piscine, vous faites tout vous-même. Marine Le Pen est la spécialiste de l'empathie par excès. On lui a dit, il n'y a pas de coût de l'immigration, elle a dit dans ce cas-là, il faut devenir 10 millions d'immigrés, on va gagner de l'argent. C'est ça. C'est ça l'empathie par excès. Ce que l'on voit, c'est que les compétences liées à la démarche de vente sont en train d'évoluer significativement pour aller jusqu'à l'inversion totale de cette pyramide. Si la phase de découverte était fondamentale, l'argumentation et les objections diminuaient au fur et à mesure, parce que plus la découverte était forte, moins on était confronté à des résistances. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une pyramide inversée, avec un comportement beaucoup plus assertif, qui va être basé sur une maîtrise parfaite de l'argumentation et une capacité à traiter des objections parce que la personne en face de nous a une idée assez précise de ce qu'elle souhaite. Ça, c'était l'acte 1. Les mouvements autonomistes et ce que ça veut dire dans l'évolution des comportements d'achat. Le deuxième volet est tout à fait dans le prolongement de ce qu'on va voir et aussi très perceptible au quotidien. Il s'agit des nouveaux parcours d'achat. Qu'est-ce que c'est que cette notion de parcours d'achat? Avant, on parlait de processus de vente, puisque c'était le vendeur qui avait la maîtrise. Progressivement, on est en train de passer d'un processus de vente à un parcours d'achat, à quelqu'un qui se forge lui-même ses propres convictions. Alors ça se traduit par quoi? On va faire un petit flashback au siècle dernier. On y retourne. Mois d'octobre, novembre, il commence à faire froid, il va falloir mettre la chaudière en route. C'est toujours un moment un peu délicat. Parce qu'il va falloir appuyer sur un bouton. Alors on appuie sur un bouton, lequel, la notice, elle est passée où? Il y a quelqu'un qui l'a déplacée, où est-ce que tu l'as mise? On appuie sur un bouton, ça ne peut pas démarrer, saloperie de chaudière. Au bout de quelques minutes, étant incapable de la démarrer, on s'est dit, allez, ça va. Je vais appeler, allez appeler qui au siècle dernier? Technicien. De préférence, un plombier chauffagiste. Ben oui, on était sains au siècle dernier. On avait des comportements plutôt logiques. On allait appeler un plombier chauffagiste. Et pour trouver les coordonnées du plombier chauffagiste, on avait besoin d'un outil indispensable. Vous vous souvenez de lui? Il y avait ça, il y en a encore des fois qui traînent un petit peu les pages jaunes, mais sans ça, on était perdus. Il nous fallait les pages jaunes. Mais au siècle dernier, on était assez simple et simple. Voilà, on prenait les pages jaunes et on allait ouvrir la rubrique plombier chauffagiste. Et comme on avait quand même un sens logique de l'économie, de préférence, on allait le choisir où, le plombier chauffagiste? Hein, pas loin de chez nous. S'il était à Pau, c'était pas stupide, quoi. Hein. Donc on prenait plombier chauffagiste à Pau. Et puis là, on avait une liste de plombiers chauffagistes. Alors là, on se reposait encore la question, lequel je vais choisir? Lequel, d'après vous? Plusieurs qui entraient, hein? Hein? Alors, première chose, les anglo-saxons disent le top of mind. C'est celui auquel on pense, on a son nom. Moi, dans ma ville, c'est Roger Leroux. Vous ne connaissez pas? C'est vrai, c'est Roger Leroux. Tout le monde connaît Roger Leroux. Pourquoi? Parce qu'il est avenue de Lattre de Tassigny. Vous ne connaissez pas l'avenue de Tassigny? C'est celle qui mène, tout le monde dans ma ville connaît, parce que c'est celle qui mène au marché. Et comme on va au marché, toutes les semaines, on passe devant Roger Leroux. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Puis quelque temps, il laisse son véhicule garé devant. Ça se voit encore mieux. Donc, il y a le top of mind. Il y a ceux qui se disent, attends, c'est des investissements publicitaires. C'est le coût GRP. Il y a ceux qui ont les gros pavés publicitaires. Alors, on les voit. Et c'est vrai qu'il y avait une corrélation entre le nombre d'appels et la taille du pavé. Il y avait les malins qui s'appelaient AAA, plombier chauffagiste. Alors, on allait appeler le plombier chauffagiste. Il venait ou il venait pas, en tout cas, c'est des simples. C'était au siècle dernier. Aujourd'hui, il se passe quoi? 82% des Français vont aller au même endroit. Où, d'après vous?
et vous allez sur Google, et vous savez ce qu'ils vont taper? Qu'est-ce qu'ils vont taper? L'évolution. On va même pas taper plombier chauffagiste, on va taper chaudière en panne. Il y a ma chaudière qui est en panne. Avant d'aller chercher un expert, maintenant on raconte ses malheurs au monde entier. En se disant, il y a bien qui va répondre. Et en balançant chaudière en panne, je l'ai fait chez moi. J'ai fait chaudière en panne. Là, sur quoi je suis tombé? 303 000 résultats, 0,31 secondes. Et je suis tombé sur bricoleurdudimanche.com. Premier texte, je te jure. Pas de Roger Leroux. Il y avait l'OKDR avec chaudière en panne. Comment relancer ma chaudière en panne suite à vidange? Et quand vous rentrez là-dedans, il y a des gens qui discutent, qui forment, mais alors qui chattent et qui disent: est-ce que tu as pensé à vérifier que le robinet d'eau était ouvert? Non, ça je l'ai pas fait. C'est pas con ce qu'il dit. Attends un peu la montée en pression. Il y en a qui disent: il y a une tempo, le doigt tu laisses 3 secondes dessus et tu vas voir. Dans 60% des cas, on va analyser, la chaudière elle repart sans faire venir un plombier chauffagiste. Un pan entier du business qui est en train de disparaître. Alors, on peut en rire, on peut en pleurer, mais en tout cas, c'est un sacré changement qui est en train de se produire. Ce qu'on appelle des évolutions, des parcours d'achat. Et ce qui est le plus significatif, c'est la manière de formuler le problème. Avant, on allait chercher un plombier chauffagiste. Aujourd'hui, on dit ma chaudière est en panne ou comment démarrer ma chaudière en panne. On s'exprime différemment de manière à être de plus en plus autonome. Je pense que je vais y arriver. Et c'est vrai qu'on y arrive de plus en plus souvent seul. Cette évolution des parcours d'achat, oui. Je voulais juste dire, aujourd'hui, vous tapez chaudière et Google vous propose en panne. Oui, c'est vrai en plus. Parcours d'achat dans le domaine de l'immobilier. Il y a bien longtemps, on se réveillait un samedi, on dit appartement, il est un peu petit, il faudrait peut-être qu'on trouve plus grand. T'as raison. L'idée venait de germer. Alors, il va peut-être falloir qu'on aille voir une agence immobilière. Et puis, on va lui expliquer quels sont nos besoins. Et logiquement, il devrait nous faire visiter des maisons, des appartements. Et si on trouve notre bonheur, on va acheter. C'était au siècle dernier, ça. Hein. Et ça s'appelle un parcours d'achat relativement simple. Et quand vous avez un parcours d'achat simple, il est très facile de mettre un process de vente simple aligné sur le parcours d'achat. Vous aviez un contact, une rencontre, une offre et une conclusion. Et tout ça allait pour le mieux dans le meilleur du monde. Il suffisait d'optimiser les comportements à chaque étape pour générer du résultat. Aujourd'hui, les mêmes. Une idée. Qu'est-ce qu'on fait? Google. Et c'est parti. Et ça tweet, et ça forum, et ça va chercher. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce qu'il n'y a pas des financements qui sont plus intéressants? Est-ce qu'il faut acheter ou louer? Et vous arrivez à trouver quelqu'un qui va aller dans l'agence immobilière avec des certitudes, des vraies certitudes. Et si on commence à lui dire, mais que recherchez-vous dans ce schéma? C'est fini. On a une perte de temps et on est dans l'incapacité d'avoir une solution. Alors, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire lui laisser faire son parcours d'achat complètement et acheter quasiment en ligne ou venir simplement sur la concrétisation. Ce qui est le plus caractéristique aujourd'hui, c'est le déphasage qu'il y a dans les entreprises, B2B, B2C, dans l'industrie, à l'export, partout. Le déphasage qu'il y a entre les process de vente qui n'ont pas changé, alors que les parcours d'achat ont complètement muté. Alors on dit, ouais, mais nous on est moins concernés, on n'est pas touchés. Pourquoi on n'est pas touchés? Parce qu'on fait encore 80% de notre chiffre d'affaires avec des anciens clients. Et comme ce sont des anciens clients, ils nous connaissent, ils n'ont pas besoin de faire le parcours d'achat. Alors ils nous appellent directement, carrément sur le portable, en envoyant des fois un SMS. Mais tout le new business, toute la conquête, on trouve que c'est curieux qu'on a une évaporation du portefeuille et on n'a pas une alimentation suffisante. Premier indicateur à regarder aujourd'hui, c'est le taux de compensation. C'est cette capacité à trouver plus de clients qu'on en perd. Et dans la plupart des secteurs d'activité, ce taux s'est détérioré parce qu'il y a un déphasage entre les parcours de vente et les parcours d'achat. Conseil numéro 6, faites le parcours comme votre futur client. Essayez de vous mettre dans la peau d'un prospect et tapez ce qu'il faut sur Google ou d'autres moteurs pour voir si vous allez vous rencontrer. Et posez-vous cette question, me suis-je rencontré? Déjà. Et une fois qu'on s'est rencontré, dans quel état on est ressorti du parcours? Est-ce qu'on n'a plus envie d'acheter? Est-ce qu'on a envie d'acheter? Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un qui était encore plus impactant que nous dans la démarche? Et regardez les conséquences que ça peut avoir.
Conseil numéro 7, repérer les clients en mode achat. Ça, c'est une notion aussi essentielle. Qu'est-ce que c'est qu'un client en mode achat? Avant, on le repérait assez facilement. Quelqu'un qui voulait acheter une voiture, il allait dans une concession. Et un vendeur de voiture savait qu'il avait 6 jours pour concrétiser. C'était normé, c'était défini. En moyenne, quelqu'un qui rentrait dans une concession allait acheter une voiture dans les 6 jours. Aujourd'hui, identifier un prospect en mode achat, il y a moins de monde dans la concession. Beaucoup, beaucoup moins de monde. Qui est propriétaire d'une voiture parmi vous? Vous voulez bien lever la main? Il y en a. Qui a l'intention de changer de voiture dans l'année parmi vous? Il y a déjà moins de monde. Vous voyez, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les suspects. Ce sont des individus qu'on peut suspecter de pouvoir être intéressés par une voiture. Le deuxième groupe, on va les qualifier de prospects. C'est-à-dire que ce sont des suspects qui ont déjà projeté de changer de véhicule. Allez, je continue. Qui parmi vous a l'intention de changer de voiture dans les 10 jours? Non. 1. Ça s'appelle un prospect en mode achat. 2. Ça vaut de l'or. Quand on est vendeur de voitures, ça vaut de l'or. Être capable d'identifier ces deux individus, qu'on appelle prospects en mode achat, donne un avantage phénoménal sur la concurrence. Avant, c'était facile, ils venaient à nous. Maintenant, ils ne viennent pas à nous. Alors, comment on va les identifier? Comment on va les trouver, ces prospects en mode achat? Ouais. Et comment on va les trouver sur Internet? Tous les prospects en mode achat ont cette caractéristique, c'est qu'ils recherchent de l'information. Et quand on analyse ce mode achat, le parcours de vente était extrêmement simple avant. Il y avait le rendez-vous et il y avait l'achat. Il pouvait y avoir plusieurs rendez-vous, mais c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, c'est qu'il va avoir de l'information, il va lire de l'information, il va s'abonner à un flux RSS, il va partager de l'info, il va poser des questions pour savoir si le modèle est bien aussi performant qu'on le dit, il va commenter, il va télécharger, il va même faire une démonstration en ligne et creuser, il va participer à un groupe de discussion avant d'arriver au rendez-vous où il en sait autant que le vendeur, parce qu'il a une connaissance qui est une connaissance élargie et non pas une connaissance monopolique. L'opportunité se décelait là, aujourd'hui l'opportunité elle doit se déceler ici. Ce qui veut dire que quand on a identifié le parcours d'achat de ses clients, on a intérêt à se positionner très très tôt sur ce parcours d'achat. Les grandes entreprises dans le domaine industriel sont les premières à donner de l'information. Pourquoi? Parce que quand on va chercher cette information, on va commencer à avoir une première impression en termes de communication. Et non seulement être présent très tôt, mais être présent tout au long du parcours. Le risque, c'est de perdre en cours de route. C'est de chercher l'information dans une entreprise et puis de glisser progressivement vers d'autres. En fait, ça se résume, ce nouveau process de vente, avec ces traits des 4 I après les 4 C de contact, connaître, convaincre et conclure. Aujourd'hui, on dit le premier I, c'est informer. Informer, mais en permanence, en actualisant l'information pour la rendre obsolète. Parce que si elle n'est pas obsolète, on détruit la valeur. Donc on va la rendre obsolète en permanence par de l'innovation technologique, marketing ou la manière de présenter les choses. Informer, ça va amener un premier flux vers nous. Deuxième étape, c'est impliquer. Impliquer, c'est à minima faire un test, à minima faire télécharger des informations. Ce sont les premiers actes. Avant d'arriver à l'identification. Parce que quand on va identifier, c'est un effort important. Donner son nom, ça veut dire que je m'identifie en prospect en mode achat. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va interpeller. Si on interpelle trop tôt, on perd le client en cours de route. Cette étape des 4 I, fait partie des nouveaux fondamentaux de la vente. Conseil 8, surfez autant que possible avec vos clients. Je vais revenir à l'exemple du particulier parce que ça repart encore de là. Bon nombre de vendeurs considèrent que les nouvelles technologies constituent un handicap à la vente, voire même un ennemi qui est en train de prendre leur place. Il est arrivé une anecdote assez croustillante. Avec mon épouse, un samedi, nous sommes allés à la Baule, on est passé devant chez Roger Leroux, on va vers le marché, et puis il faisait pas très beau. Elle me dit, ça serait bien qu'on se prenne une petite semaine au soleil. Je lui ai dit, c'est une bonne idée. On est passé devant l'agence de voyage, on est rentré dans l'agence de voyage, c'était après-midi.
un grand moment de vente. On est arrivé dans l'agence de voyage, il y avait quelques personnes devant nous, charmantes, un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, du moins qui me laissait penser que ça faisait plusieurs années qu'elles ne travaillaient plus, si vous voyez ce que je veux dire. Retraitées, heureuses. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font un samedi, alors qu'il y a toute la semaine pour y aller, et que moi j'ai que le samedi, il va falloir que j'attende. Alors on a attendu quelques minutes, notre tour est arrivé, et on a exprimé notre besoin de la manière suivante. Nous avons envie de partir une semaine au soleil, on a envie de se reposer dans un endroit où on est à peu près sûr du beau temps, et si possible d'avoir un peu de culturel autour pour ne pas user trop les neurones, hein, mais qu'on puisse visiter. Et là, la charmante jeune femme s'est retournée, a pris le catalogue hiver, nous a dit, vous avez tout dedans. Si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à me demander. On s'est assis un petit peu plus loin, on a attendu un quart d'heure, on avait un hôtel qui nous correspondait pas trop mal. Et nous sommes revenus en disant, qu'est-ce que vous pensez de cet hôtel? Elle a regardé, elle a dit, je suis désolé, je ne le connais pas. Ce qui est assez classique depuis qu'on a supprimé les voyages découverts parce que c'est extrêmement coûteux pour les tours opérateurs. Vous n'avez aucune information à nous communiquer? Elle a dit non, aucune. Mais vous pouvez garder le catalogue si vous le voulez. Merci beaucoup. Mais écoutez, on va réfléchir. On est allé à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait à la maison? Internet, on a regardé, on a lu ce que disaient les gens, et puis finalement, c'était très bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quelle est sotte? Pourquoi on n'a pas fait ça ensemble? Pourquoi elle ne nous a pas dit, je ne connais pas cet hôtel, ça fait peu de temps que nous le commercialisons, mais on va tout de suite regarder sur Internet, on va aller sur TripAdvisor ou deux, trois autres, et il y avait deux cas de figure. Où l'hôtel était bien, elle nous disait, vous voyez, on leur dit le plus grand bien, en plus elle se dédouanait, il n'y a aucune raison, on va réserver dès maintenant. Deuxième cas, écoutez, les commentaires ne sont pas excellents, mais moi je pourrais plutôt vous conseiller tel hôtel, celui qu'elle connaissait. Mais non, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on va être amené à faire de la vente assistée par les nouvelles technologies et ce serait tout à fait normal qu'un commercial et soit d'informatique embarqué puisse se connecter en permanence. Alors, acte 3, c'est l'usure du face-à-face. Je surveille du face-à-face classique. Cette usure du face-à-face classique, on va la retrouver en retournant cet appareil-là. Il n'est pas très moderne comme téléphone, mais quand on fait de la vente, à un moment, il fallait faire de la prospection dans le dur. Ce n'est pas un moment de plaisir. Alors on prend le téléphone et puis on attaque. Vous savez, ça a été modélisé, la prospection dans le dur. On sait ce qu'il faut faire pour prendre un rendez-vous. Il faut être odieux. Mais odieux. Et si on n'est pas odieux, ça ne marche pas. Les ratios de l'odieux, c'est 7, 3, 1. 7 appels, 3 interlocuteurs, un rendez-vous. N'importe quel marché, n'importe quelle cible, si on veut s'attaquer à un dirigeant, à un cadre supérieur. Alors comment on fait? 7, 3, 1. 7 appels, 3 interlocuteurs. Un rendez-vous. On n'a que 3 fois l'interlocuteur, parce qu'entre l'interlocuteur et nous, il y a qui au bout du fil? Le pitbull. Généralement de type femelle. Dressé. Fidèle. Nourri par le chef. Le pitbull qui va tout faire pour nous empêcher d'approcher. Alors, on s'est rendu compte très vite, à l'expérience, que chercher à négocier avec un pitbull, ça ne marche pas. Vous lui lâchez ça, paf, elle vous a chopé le mollet. Plus vous remuez, plus elle serre. Donc, on ne négocie pas avec un pitbull. Alors, ça donne ça, tout testé depuis des décennies, ça donne ça. Bonjour Gérard Bayard, passez-moi Jean Dupont s'il vous plaît. Le pitbull aboie. Oh, c'est à quel sujet? À ce moment-là, on lui dit tout de suite que c'est Gérard Bayard. Mais pourquoi Bayard, BAI de Zalerdi. Le pitbull tente une nouvelle, mais monsieur, dites-moi, c'est à quel sujet? Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Le pitbull commence à réfléchir. Vous connaissez? Ah oui, il vous connaît. C'est personnel. Et là, on lui dit, je dois effectivement lui parler personnellement. On n'a pas menti. Le pitbull doute. Il dit, c'est peut-être quelqu'un de la famille, je ne peux pas le chiquer. Dans le doute, je passe, je ne passe pas, 7 appels, 3 interlocuteurs. On tombe sur l'interlocuteur. Alors une fois qu'on tombe sur l'interlocuteur, ça va changer de temps.
Monsieur Dupont, bonjour, Gérard Bayard de Mercury International. Je souhaiterais vous rencontrer. Préférez-vous le lundi 12 ou le mardi 13? Une bonne vieille alternative. Il répond toujours la même chose, à savoir, c'est pourquoi. Donc ça ne servait à rien de le dire avant, puisqu'il dit toujours les pourquoi. Alors, comme il dit c'est pourquoi, il s'agit du développement de la puissance commerciale de votre entreprise. Est-ce que vous voulez en parler le lundi 12 le matin ou le mardi 13 après-midi? Ayant peu de moyens, peu de matière, ce sont toujours les mêmes objections qui ressortent. Du genre, enfin, moi non plus, monsieur, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la précaution de vous appeler avant de passer. Envoyez-moi une documentation. La documentation, c'est moi. Vous voulez la découvrir le 12 ou le 13, je n'ai besoin de rien, c'est normal, je ne vous ai encore rien dit. Vous avez changé d'avis à l'issue de notre rencontre. Après 2-3 objections de ce type, il commence à s'énerver en disant, là, vous commencez à me chauffer les oreilles sérieusement. Il y en a 10 par jour comme vous qui m'appellent. Il y en a ras-le-bol. Fichez-moi l'appel. Je claque. Et des fois, il raccroche. Là, on sait qu'on a 80% de chance de l'avoir. Rendez-vous. Tout de suite. Bip. Vous me repassez Jean Dupont, nous venons d'être coupés. Il faut faire vite. Monsieur Dupont, Gérard Bayard de Mercury International à nouveau, je vous rappelle pour vous présenter mes excuses. Je suis sincèrement désolé si j'ai été quelque peu agressif au téléphone. Mais imaginez simplement que vos vendeurs déploient autant d'énergie que moi pour obtenir des rendez-vous, ça donnerait quoi sur vos résultats? Vous voulez qu'on en parle le lundi 12 ou le mardi 13? Dernière tentative, pour le fun. Pour le fun. Alors, on a modélisé, on a regardé ce qui pouvait fonctionner. Et régulièrement, pour améliorer le nombre de rendez-vous, on fait des groupes. Alors on prend les vendeurs, il y a toujours trois groupes. Avant, il y en avait 2. Il y avait les filous et les staccanovistes. Alors les staccanovistes, c'est ceux qui appliquaient la méthode à fond, qui appelaient tout le temps, et ils avaient plus de rendez-vous. Les filous, alors eux, ils osaient des choses du genre vous me passez Jean Dupont, il vient de m'appeler. D'accord? Je viens de trouver un mot, un post-it sur mon bureau me demandant que je rappelle Jean Dupont. Je ne sais pas à quel sujet, pour me le rappeler. Tenez, je vous laisse mon numéro de portable, vous lui demandez de me rappeler. Et ils obtiennent les rendez-vous, ce sont des filous. Et puis il y a une nouvelle race aujourd'hui, ce sont les jeunes. Alors on dit comment vous faites au téléphone? Ils disent non, on ne fait pas de téléphone. Pourquoi on ne fait pas de téléphone? Parce qu'on n'aime pas ça. Parce que ça ne marche pas, parce que on n'aime pas ça. Donc vous faites comment? Et là, il dit, écoute, nous par exemple, on regarde sur le net les événements majeurs qu'il y a eu dans la région. Et puis, s'il y a eu une construction d'entrepôt, je regarde qui est le dirigeant de l'entreprise, je vais sur Viadeo, sur LinkedIn, et puis je lui envoie un petit message. Tu envoies un message sur quoi? Viadeo, les réseaux sociaux. Et puis, et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des retours. Combien? 20% maximum, 2 sur 10, mais c'est pas mal parce que généralement ils ont envie d'acheter. Parce que je leur explique que ce serait bien qu'on se rende compte, on a une solution intéressante en termes de protection incendie pour les nouveaux établissements. Et ça va bien. Les plus anciens regardent ça, vous savez, d'un œil torve, et puis se disent mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir? On est aussi sur des ruptures profondes dans les modes de fonctionnement aujourd'hui. Et l'utilisation des réseaux sociaux devient une arme commerciale. Alors, on mesure pas avec les anciens clients, on ne va pas faire ça, mais c'est fou le nombre de contacts qu'on peut avoir chaque jour qui reviennent, qu'on peut informer de ce que l'on fait au quotidien, de savoir où on est, si ça peut les intéresser. Alors, changer les modèles de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle unique de vente, qui reste le DAPA, dites-moi avant, je parle après, a trouvé ses limites. Il a trouvé ses limites parce qu'il ne s'adapte pas à toutes les situations de vente, il ne s'adapte pas à toutes les situations d'entreprise. Si je suis monoproduit, on m'a demandé d'aller vendre de l'eau plate en bouteille plastique de 50 centilitres. C'est ce qu'a fait notre usine. On ne sait pas faire autre chose. Nous, on fait de la fonderie sous pression, alliage d'aluminium et zamac. On ne fait pas autre chose que ça. Donc si je vais aller voir mon client en disant quand j'ai fait le DAPA, je ne montre pas ma solution technique avant d'avoir posé des questions, ça peut donner des situations cocasses. On va le faire. Monsieur, dame, bonjour. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous aimez comme eau? Et là, vous allez dire, nous on aime bien l'eau pétillante. Allez, bing, à la première question, le mot pif. Première question. Pas possible, ça. Et en termes de conditionnement, vous cherchez plutôt grand format. 1 litre, 1 litre et demi. En plastique ou en verre? En verre, c'est recyclable. En lave. Le revoilà. Heureusement, il reste la reformulation. Donc, si je vous ai bien compris,
vous auriez plutôt une préférence pour de l'eau pétillante en grand format et plutôt bouteille verte. C'est bien ça? Oui, dit le client. On est content, on a fait la moitié du chemin. Arrive la phase de proposition. Une certaine fébrilité dans le mouvement quand même, quand il s'agit de parler de ces solutions. Changement de visage. Je sais que ce n'est pas exactement le modèle que vous cherchez. J'ai pas mal de clients qui m'en prennent quand même, qui en sont satisfaits. Comment voulez-vous avoir de la conviction quand vous savez que vous êtes complètement à côté de la plaque? Et le client de dire, pour bien enfoncer tout ça, mais à quoi ça sert de me poser des questions si vous ne tenez pas compte des réponses? La fois d'après, le commercial, il ne se parle même plus de ses solutions. Il rentre à l'usine en disant, patron, foutu, les bouteilles d'eau, petit format, au plat, c'est mort. Le marché, il a basculé. Il est passé à l'eau pétillante en grand format. Et il y croit en plus. Parce qu'à force de s'en prendre comme ça des claques, on finit par devenir l'avocat du client. Et vous avez des commerciaux qui ont été transformés en éponge à doléances, en aspirateur à lamentation, qui passent plus de temps à défendre le client dans l'entreprise, à faire changer la stratégie et les unités de production, plutôt que de défendre nos solutions chez le client. On revient à une forme de vente beaucoup plus projective que par le passé. Et ces mutations, on va les retrouver comme ça. Il y a des situations où l'achat est prédéterminé, avec des clients autonomistes. Et puis il y a des situations où l'achat est concerté. C'est qu'on attend un technicien, un expert, un ingénieur, un sachant pour nous aider. Le fait d'avoir ces situations nous amène à avoir des autonomistes et des non-autonomistes qu'on va mettre aux extrémités. Et la valeur ajoutée attendue est forte avec ceux qui sont dépendants et très faible avec ceux qui sont autonomes. Verticalement, alors, qu'attend un client qui est autonome, voire autonomiste? Il ne faut pas se tromper. Avoir un comportement linéaire est dramatique. On va dans une boulangerie, achat prédéterminé, prémédité, prédéterminé au type de produit. Moi, j'aime bien les baguettes bien cuites. On arrive à la boulangerie, qu'est-ce qu'on demande à la boulangère? Je voudrais? Une baguette bien cuite. C'est simple. Qu'est-ce qu'on attend de la boulangère? Qu'elle donne une baguette bien cuite. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Imaginez la boulangère. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser quelques questions. C'est pour tremper dans quoi? Vous comptez mettre quoi dessus? Vous voulez la partager avec qui? C'est extrêmement énervant. Extrêmement énervant. Je veux dire, c'est que le modèle systématique, décalé, déphasé par rapport à une situation de vente peut être dramatique. On a des clients qui sont en phase d'information, qui vont rentrer dans la boulangerie en disant « Qu'est-ce qui vous reste comme pain ?» C'est « Dites-moi, c'est moi qui vais choisir, je ne vous demande pas de conseil. » Vous avez des gens qui sont en phase de conseil. Qu'est-ce qu'ils attendent quand ils demandent un conseil? Qu'on leur donne. Il n'y a rien de plus énervant. On vient d'acheter le costume, la chemise, arrive le moment un peu fatidique de la cravate. On essaie une cravate dans le magasin, et puis on dit « J'ai pas beaucoup de goût, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que la cravate va avec la chemise ?» Et là, vous avez une bille qui vous dit, vous savez, les goûts et les couleurs. Mais comme moi, j'ai pas de goût, je cherche quelqu'un qui aurait un peu plus de goût que moi. Tout petit peu. Alors, on essaye un, et il dit, non, là, franchement, ça, c'est vous qui voyez. Alors, on enlève, puis on se retrouve sans cravate. C'est ça. C'est qu'il y a un tel décalage entre les expressions de demande et les comportements que ça devient très délicat. On est face à des clients qui sont dans des attitudes très favorables, d'autres qui sont dans des situations de résistance extrême, ce qui amène à 4 modèles de vente. Et ces 4 modèles de vente s'appellent la vente relationnelle. Je sais ce que je veux et c'est chez vous que je veux l'acheter. La vente d'expertise, je ne sais pas encore ce qu'il me faut, mais c'est avec vous que j'ai envie de travailler. La vente consultative, je ne sais pas encore ce qu'il me faut et je n'ai pas choisi mon fournisseur. Et la vente projective, je sais ce que je veux, mais ce ne sera pas chez vous. C'est ça, on peut vraiment le segmenter et il y a 4 modèles, 4 attitudes, 4 schémas de vente qui n'ont rien à voir ensemble. Et si on se trompe de schéma, c'est dramatique. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les évolutions font qu'on est en train de glisser vers la gauche, vers des clients qui sont de plus en plus autonomes, avec soit l'envie d'acheter, soit au contraire une prédétermination à la concurrence. Ce qui fait que les modèles de demain seront soit des modèles de vente relationnelle qui sont basés sur une excellence opérationnelle et comportementale et une assertivité, c'est-à-dire une capacité à faire revenir les gens sur leurs décisions bien plus forte. Un vrai travail d'avocat de la vente, ou pas
avocat d'entreprise chez le client et pas l'inverse. Alors, ces modèles de vente, quand vous voyez le Camelot sur le marché, c'est un roi des modèles de vente. On se dit, les vendeurs, ils ont ça dans la tchatch. Mais ce n'est pas de la tchatch, parce que quand on regarde de près, vous avez des personnages qui sont risibles, dont on se moque, et avec un professionnalisme extrême. C'est simplement vous mimer le Camelot sur le marché et faire le parallèle avec l'ingénieur d'affaires. Le Camelot sur le marché. Il vend un produit dont vous avez tous besoin. Il s'agit d'une machine à éplucher les pommes de terre et à couper les carottes en rondelles. Vous en avez besoin? Non? Moi, j'ai pas de pommes de terre? Si? Vous épluchez pas. Vous êtes des cochons. Enfin, parce que dans sa tête, à aucun moment, il ne peut imaginer que vous ne soyez pas des clients potentiels. Il est face à des personnes qui sont censées acheter, et là, il va commencer son modèle de vente. Tiens, il est payé comment, notre gars? Comment il est payé? À la com. À la com. Vous voyez, on connaît le modèle de vente. Pourquoi? Il est payé à la com parce que chaque jour, il va devoir se donner un sacré coup de pied dans les fesses pour aller travailler. Le système de rémunération est là pour ça. Le premier manager d'un vendeur, c'est son système de rémunération. Vous pouvez garder ça dans un coin. Et quand on a une vente dure, il va falloir avoir un système de motivation extrêmement fort pour pouvoir compenser ça. Alors, il se dit, moi, il me faut gagner, d'après ses calculs, 300 € par jour pour pouvoir vivre en payant ses frais. Si je veux gagner 300 € par jour, sachant que je gagne 30 € par machine, je vais devoir vendre 10 machines par jour. Non, ça fait beaucoup. Combien il me faut de prospects pour décrocher un client? Il me faut 10 prospects pour décrocher un client, ça veut dire 100 prospects par jour. Wow. 100 prospects, je ne vais pas faire du porte-à-porte. Donc je vais choisir un système de vente qui est vente à un groupe. Je vais faire les marchés et je vais faire des démos en vente à un groupe. Combien je peux avoir de personnes dans un groupe? Par expérience, il dit j'arrive allez, une dizaine de personnes, ça va. Donc 10 démos à 10 groupes. Le marché commence à 8h, il termine à 13h. De 8 à 9, ça fait 10, ça veut dire 5 heures. Ça fait 2 démos par heure. Peut-être pas. À 8h, il est sur le marché. Il est allé voir sur le marché à 8h. Et il a observé les gens à 8h. Il a trouvé qui à 8h sur le marché? Ceux qui sont l'après-midi à l'agence de voyage. Les mêmes. Il dit, il y a plein de petits vieux. Il n'y a rien contre les petits vieux, il fait une analyse de potentiel. Est-ce qu'ils ont des sous? La réponse est oui. Est-ce qu'ils les sortent facilement? La réponse est non. Vous êtes expert en vente. Il dit, ce sont des P+, C-. Il y a des P+, C-. Gros potentiel en termes de ciblage, ils ne sortent pas facilement. Donc il va falloir adapter le process. Parce qu'il ne veut pas les laisser filer. Il les suit. Il dit, si je ne peux pas leur vendre sur le marché, je vais essayer de vendre à domicile. Il sonne. Qu'est-ce qui se passe? La chaînette et le Judas. Ça ne rentre pas. Il dit, c'est pas bon. Alors il a continué. Il les a suivis toute la semaine. Jusqu'au dimanche après-midi, il les a retrouvés où? Au loto. Et au loto, il a observé les comportements. Ils devenaient fous. Tous ensemble. Tous ensemble. Et ils misaient, et ils mettaient de l'argent et tout. Il dit, c'est marrant, quand on les met ensemble, les petits vieux, ils deviennent fous. Et ils achètent. Donc on va organiser des réunions de petits vieux. Qu'est-ce qui les motive? Ils aiment bien manger. Donc on va leur offrir un gastro. Ils aiment bien gâcher. Et ils aiment bien se promener, à condition de ne pas marcher. Il est spécialiste. Donc il dit, on va faire des voyages sponsorisés en bus, avec un repas et puis une petite danse derrière. Ça fait la visite du Mont-Saint-Michel au départ de Paris en une journée, 30 €. Et pour sponsoriser ça, à 10h, il y a la démonstration des casseroles en cuivre. À 11h30, la machine à couper les carottes en rondelles et les couvertures chauffantes l'après-midi. Il a inventé un process spécifique. C'est affreux, mais c'est la réalité. Hein, c'est la réalité. Après, il va démarrer sa vente sur le marché à 9h. Parce que de 8 à 9, il est allé au café pour ne pas excuser la voix. Alors, il a mis son petit micro là, qui a lâché. Et puis, il est là à 9h. Il se dit, il va falloir que je choisisse un modèle de vente. Le DAPA, ça ne va pas marcher. Donc, il va utiliser le bon vieux modèle AIDA. AIDA, ça vous rappelle quelque chose? Attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir, pousser à l'achat. 1950. Alors, il a une pile d'assiettes. Et là, il commence à casser des assiettes. Là, il casse des assiettes. Au bout de 5 minutes, il
Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, vous voyez bien, je casse les assiettes. Donc on casser les assiettes. Il dit, est-ce que j'avais pas vu les offrir? Mais comme personne n'en veut, vous voulez que je fasse? Il les casse. Il va se les ramasser. Il dit, mais ne les cassez pas, moi ça m'intéresse. C'est vrai, ça vous intéresse? Vous voulez que je vous en donne? Alors il dit, ben oui, ça m'intéresse. Alors il prend, tiens, tenez, là, les assiettes, il y a un autre qui passe par un coin, il vous donne les assiettes, il offre les assiettes. En 5 minutes, vous avez 10 personnes dedans. Il a son groupe de 10 prospects. À partir de là, il ramasse 2-3 bricoles qui traînent, puis immédiatement, il dit, tenez, c'est un petit cadeau, ça me fait plaisir. Ça refuse pas. Petit cadeau. Il fait 2-3 victimes comme ça, parce qu'il sait que pour recevoir, il faut commencer par donner. Elles ne bougeront plus. Comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de crédit, il va poser une première question à son groupe. Mesdames et messieurs, avez-vous idée du pourcentage de fruits et légumes qu'on met à la poubelle chaque année parce qu'on ne sait pas les éplucher correctement? Combien vous direz en pourcentage? De l'ordre de... Combien dites-vous? 30, un peu moins, ce sera la faillite tout ça. Un petit peu moins, pas loin. 10. Plus que ça. Le montant exact, c'est... Vous avez dit? 18. C'est dit, Anna? Vous êtes professionnel? Votre prénom, c'est Bérangère. Nous avons la chance d'avoir Bérangère parmi nous, les professionnels. On peut applaudir Bérangère. 25%. Peu importe, ça pouvait être 18, 22, c'est lui qui choisit. En temps réel. Mais Bérangère est professionnelle, on a la chance d'avoir une professionnelle. Si elle n'était pas professionnelle, mieux qu'une professionnelle, une passionnée, mesdames et messieurs. Bérangère, c'est 25%. Vous ne le croyez pas? À partir de là, il prend une pomme de terre, il commence à éplucher avec son couteau, il a fait des milliers de fois. D'un côté de la balance, il va mettre les épluchures. De l'autre côté, la pomme de terre, vous avez, combien vous disiez, monsieur? 25%, entre 22, tous les points meilleurs dont il appuie, il fait ce qu'il veut, de toute façon, 25%. Vous imaginez le nombre d'écrans plats que vous auriez pu offrir à votre famille, le nombre de voyages, si vous aviez pu faire ça. Alors, on est dubitatif, monsieur. Faites pas confiance. Peut-être que vous n'utilisez pas des couteaux, parce qu'il y en a qui n'utilisent pas de couteaux, qui utilisent des économes. Et là, il va chercher l'économe. Il dit, c'est ça que vous appelez un économe? Alors, vous allez me faire un plaisir aujourd'hui devant tout le monde. Plus jamais vous n'appellerez ça un économe. Un gaspilleur, si vous voulez, n'est pas un économe. Il prend son économe dont il a écarté les lames, le voyou, il appuie comme un malade et il vous sort une épluchure de 3 mm d'épaisseur. La plus fine des deux, c'est laquelle? Voilà. Il va faire sa démonstration. Tout est anticipé, il n'y a aucune improvisation. Il sait maintenant qu'il va aborder une phase un peu facile pour lui, c'est la démonstration. Et là, il fait les 40 en rondelles, les petits sachets. Tenez, voilà les concombres. Vous aurez une entrée. Et il n'y est déjà plus, parce qu'il sait que le moment de vérité, c'est l'étape d'après. Quand il va parler de quoi? Du prix. Il sait qu'à chaque fois qu'il parle du prix, toujours, au fond, discrètement. Toujours. Il y en a un qui va se carapater. Alors il le surveille, mais alors il est prêt. Il est prêt à poser la question. Mesdames et messieurs, maintenant vous vous posez tous la même question, à savoir combien ça... Non, pas combien ça coûte, combien ça vaut. Ça coûte quand on dépense, ça vaut quand on investit. Au moment où il a prononcé cette phrase, il y en a qui se sauvent. Ouh là, pardon. Excusez-moi. Votre prénom, c'est Ali. Vous voyez, ça me fait mal au cœur. Parce que tant que j'offre des cadeaux, Ali est là. Il y a un moment, il a peut-être cru que j'allais lui prendre de l'argent. Alors, qu'Ali m'a pris pour un voleur. Vous savez, je vais dire, laissez ma carte de visite. La carte de visite. Vous connaissez beaucoup de voleurs qui laissent leur carte de visite en partant. C'est rare. Vous allez me trouver 10 ans que je suis là sur ce marché. Jamais personne m'a pris pour un voleur. Alors, on ne va pas se quitter comme ça. On va offrir un petit cadeau à Ali avant qu'il nous quitte. Et là, on va lui offrir quoi? Un gaspilleur. Ce sera un petit cadeau pour belle maman. Et tous ensemble, on va lui dire au revoir. Puisqu'il va nous quitter maintenant. Tous ensemble. Au revoir. Désolé. Il vient de se griller quelqu'un à vie, mais vous en avez 9 qui n'osent plus bouger. C'est ça la maîtrise. C'est ça la maîtrise, c'est ça le process. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a commencé par transformer ses objectifs en tâches, il a évalué le potentiel, il a qualifié les cibles, il a adapté le processus de vente à la cible, il a donné pour recevoir, il a obtenu la caution sociale. Bérangère, qui est une professionnelle, il a amené la force de la preuve, il a démontré tout ce qu'il a dit, il a anticipé les résistances et il a éliminé les opposants. Tout! Le modèle de vente par excellence. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'impro.
Rapidement sur les derniers points, un des enjeux majeurs sera l'augmentation du temps actif de vente. Rares sont les métiers où on passe aussi peu de temps à faire ce pourquoi on est payé, il faut quand même se le dire. Vendeur, c'est moins de 20% du temps qui est passé à vendre. Le reste du temps, allez, 42% en voiture quand on fait 30 000 km par an. 30 000 km par an, 42% du temps en voiture. C'est pas beaucoup, 30 000 km. Beaucoup de vendeurs en font beaucoup plus. Le temps administratif, 31%. On a beau mettre tous les CRM, tous les systèmes, ils ne diminuent pas. Et puis, autre tâche étant mort, ça c'est ce qui fait qu'on fait le métier de vendeur. Comment on fait pour augmenter le temps actif de vente? Si on reste avec cette équation de déplacement, qu'un client, ça se visite, que la vente, ça se fait chez le client, on ne va pas s'en sortir. Il existe aujourd'hui des nouveaux outils qui permettent de faire la vente à distance. Vous avez la mamie qui communique avec son petit-fils qui est en Australie et le vendeur qui n'est pas fichu de faire une communication avec sur Skype avec un client pour pouvoir garder le contact, c'est quand même curieux. Pourquoi un tel déphasage? Il y a aujourd'hui possibilité, regardez, 100 milliards d'euros, j'ai lu ça dans le Figaro, je vais me rajouter, ce sont les économies envisageables grâce aux nouvelles technologies lors des appels d'offres sur les marchés publics en Europe. Le Figaro, 9 mai 2012. Si on utilisait les nouvelles technologies dans l'envoi, si on remplaçait le papier, si on facilitait les communications, les enjeux sont complètement fous. Pendant qu'on est en train de travailler ensemble, de discuter, j'ai mon clone qui est en train de travailler. Pendant que je suis là, il y a le clone qui est en train de faire des visites virtuelles. Il est en train de bosser, lui. Oui, salut. Et il est sur Internet. Et qu'à chaque fois que quelqu'un va sur le site, il a possibilité d'entendre cette vidéo. Alors bien sûr, ce n'est pas une argumentation, c'est une présentation, mais il travaille. On peut faire 10, 50, 100. Je dois faire environ une centaine de visites par jour, gratuites, sans déplacement, avec ça. Avec une première présentation. Et ce n'est pas tout. C'est qu'aujourd'hui, il est possible d'emmener la voiture, l'entreprise dans une tablette. Et l'entreprise dans une tablette, c'est l'entreprise en 680 grammes. Voilà ce que c'est le nouvel outil de vente, où on a un discours qui est fait par le dirigeant, parce que seul le dirigeant est capable de parler avec enthousiasme de la manière dont il a positionné, créé son entreprise. C'est l'exemple d'un dirigeant que j'ai montré dans un club APL avec qui on a monté cette tablette, Gilles Salé. Le client qui va faire les témoignages, et il n'y a rien de plus simple que d'aller cliquer sur la vidéo du client qui va vous dire, voilà, non, je peux pas y aller, client, je peux pas parler. On a sollicité les équipes d'AMP Interactive pour la soirée anniversaire des 10 ans d'entreprise. Donc j'avais un budget limité, mais je voulais que tout soit dit. Donc c'est le client qui parle à la place du vendeur, ça a quand même bien plus d'impact, et ce n'est pas l'investissement que ça représente. Et quand on va pousser ça au summum, alors on obtient ce genre de choses. C'est la vente globale assistée par l'image. Vendeurs d'immobilier. Ils vendent de l'immobilier en VEF1, en vente d'état futur d'achèvement. Rien n'existe. Il s'agit de faire rêver. Cible de gros investisseurs parisiens, soit de la défiscalisation, soit des investisseurs étrangers. Alors créons un peu l'ambiance de Paris, le Paris carte postale, comme on l'imagine, en noir et blanc, figé. La maison de Gazbar, le café de Flore. C'est le 7e arrondissement dans sa splendeur et le bon marché. Et comme on va parler de quelque chose qui n'existe pas, à partir de maintenant, on bascule dans le monde virtuel. Plus rien n'existe. Tout est en image de synthèse. Et ce que je vais vous montrer, c'est la rue où on va construire l'immeuble. Et vous voyez l'ensemble immobilier en face de nous, c'est là. Changement de musique. Dans un lieu mythique de Paris, l'enceinte de l'hôpital d'Aenec. Voisinage prestigieux dans Seine-Chapelle, il y a même une aide à l'argumentaire qui est fait. La musique, comme on est dans l'image virtuelle, on va mettre un petit peu de réel pour faire encore plus vrai. Alors au milieu d'images de synthèse, on va glisser une image réelle. Ça n'a pas besoin d'être long, hein. Il suffit de... Ça n'a rien à voir avec le reste, mais c'est du réel dans le virtuel. Voilà l'ensemble immobilier. Comme il y a eu une phase de découverte en amont, un peu de réel au milieu du virtuel, comme on a fait une découverte en amont, on a sélectionné le budget. En fonction du budget, l'itinéraire de visite a été programmé. On a demandé si c'était plutôt classique ou contemporain, de manière à meubler l'appartement comme il le souhaitait.
et on va pouvoir rentrer, si vous voulez, dans l'enceinte. Le bruit parisien, vous connaissez? Ceci étant le programme immobilier le plus cher vendu à Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est passé sur Capital de la République il y a quelques temps. Vous prenez le vendeur qui est le vendeur d'appartement. Et rien n'existe de tout ça. Bon, l'appartement vaut une certaine somme, comme le développement vaut une certaine somme, enfin, mais pas tant que ça. Le développement de cet outil, c'est 2 mètres carrés de l'appartement. C'est raisonnable. L'appartement, il vaut 20 000 euros du mètre carré quand même. Hein. C'est l'appartement le plus cher vendu sur Paris. Les taux de transformation ont été extraordinaires. Ces outils sont les outils de la nouvelle vente. Vous pouvez avoir d'excellents vendeurs. S'il arrive avec son plan, qu'il va les plier avec son stylo, je vous assure qu'on est très très loin. Vraiment, ces outils, on va les retrouver sur le net de la même manière. C'est l'évolution de la vente. Alors, pour conclure tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a un vrai blues du manager commercial. C'est peut-être ça qu'il va falloir gérer et plus difficilement. Tout manager commercial cherche à reproduire les méthodes qui lui ont permis d'être à son poste aujourd'hui. Malheureusement, ces méthodes sont un peu obsolètes. Alors on essaye de bricoler, mais ça ne donne pas nécessairement les résultats attendus. Et si on essaye d'avoir les pratiques d'hier sur les marchés d'aujourd'hui, comme on dit, ça conduit à la faillite de demain. Alors il va falloir réinventer et se poser la question, à quoi ressemblera le vendeur de demain? Quel nouveau vendeur on aura sur le terrain? Pour parodier une phrase célèbre, on dira demain on ira vendre avec l'appli et le couteau. Ça change un peu de ce qu'on avait avant. On ira vendre avec l'appli et le couteau, ce qui signifie qu'on pourra difficilement se passer des nouvelles technologies dans la vente. Le vendeur de demain sera un technophile charismatique. Et il n'est pas imaginable qu'on ne soit pas à l'aise avec les nouvelles technologies pour vendre. Ce sera indispensable. Comme certains ont été réfractaires à l'informatique au début dans l'entreprise, aujourd'hui c'est rentré dans la vente. Il va falloir que la mutation se fasse très très vite. Et elle se fera d'autant plus vite que les jeunes qui arrivent aux achats vont se comporter avec ces nouveaux outils, et puis à la vente, ça pousse, c'est énorme. Alors vigilance accrue sur les profils à recruter. Et une partie du savoir est entre les mains des plus jeunes. Ils ont été élevés avec les nouvelles technologies. Mais si on veut réussir, technophile c'est bien, charismatique c'est indispensable. Et le risque c'est de tomber dans ce travers-là. Si vous connaissez ce petit film, il dure 2 minutes, il est intéressant. Technologie qui nous rendront stupides, mais il faut quand même qu'on se méfie pas mal de nos comportements. Technophile, charismatique. Ne pas tomber dans ce travers de cette glace qu'on peut mettre en place. En conclusion,
simplement revenir en arrière, pas un siècle, mais 2 siècles, voire plus en arrière. Et regardez ce qui s'est passé dans le domaine de l'art. Parce que l'évolution qui s'est produite dans le domaine de l'art permet une analogie intéressante avec ce qu'on dit aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous présenter une tribu un peu curieuse. Parce qu'une page est tournée, il y a une vraie rupture qui s'est produite dans la démarche commerciale et le métier de vendeur ne sera plus jamais ce qu'il a été. Et par rapport à ça, est-ce qu'on veut rester imperméable à ces évolutions, un peu comme cette tribu? Cette tribu s'appelle les Todes Battus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Todes Battus. Ils vivent à Palawan, une île bien loin, une Koh-Lanta là-bas. Et la particularité des Todes Battus, c'est qu'ils n'ont strictement rien changé à leurs pratiques, à leurs us, à leurs coutumes depuis des siècles, des millénaires. Tout bouge autour d'eux, eux ne changent pas. Un peu comme les vendeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Le plus beau tableau de l'histoire de l'art, dit-on, s'appelle Le Massacre des Innocents, un tableau de Rubens. Pourquoi le plus beau? Parce que sur le plan de la technique picturale et de la carnation, on n'a jamais fait aussi bien, dit-on. Ce tableau a été vendu pratiquement 76 millions de dollars. Il a fallu quelques années pour le faire l'ombre noire. Ce tableau a été peint par Fantin-Latour, un très grand portraitiste du 19e, avec une très grande qualité, un très grand savoir-faire. Il n'a pas dépassé 4 millions de dollars, qui est le plus haut score. Vous me direz, c'est pas mal, 4 millions de dollars. Mais que s'était-il passé entre-temps? Pourquoi une telle chute avec une qualité, autant de maîtrise technique? Entre les deux, il y avait une première révolution. C'était quoi la révolution? La photo. Et quand l'appareil photo est arrivé, aucun peintre n'était en mesure de reproduire avec autant de finesse et de fidélité ce que pouvait reproduire. Même, il y avait des tâtonnements au début, on n'a pas fait attention, c'était pas terrible. Puis rapidement, la photo est devenue exceptionnelle. Donc pour pouvoir réussir en peinture, il fallait complètement changer sa manière d'être. Et certains l'ont compris. Vous voyez, Van Gogh, il a toujours fait un portrait, c'est le docteur Gachet, c'est un peu moins fin sur la technique picturale, mais ça a quand même fait 82 millions de dollars. Alors il y en avait un qui a pris la relève, Picasso, peignait un petit peu moins bien. Ça a fait 106 millions de dollars. Je me suis rendu compte, mais c'est peut-être pas indispensable de savoir bien peindre. Ça, c'est De Koninck, ça a fait 137 millions de dollars. Puis il y en a un qui dit, mais si on représentait rien, ça ferait peut-être encore plus. Pollock, 140 millions de dollars. C'était le tableau le plus cher vendu dans l'histoire. La peinture jusqu'à cette année. Le record a été battu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres voies pour continuer à créer de la valeur. Et on peut le faire dans le domaine commercial. La question est de savoir si est-ce qu'on est prêt à passer à une nouvelle forme de vente où on va utiliser les technologies et à la fois le charisme, ou est-ce qu'on a envie de continuer à vivre comme les Todes Battus? Ça, c'est une vaste question. Aux dernières nouvelles, il semblerait que les Todes Battus soient déjà équipés. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le départ. On disait, vas-y, déjà. Il avait prévu alors. Sans doute. D'autres questions? Qui est le vendeur qui leur a vendu l'ordinateur? C'est vous. Question en fait, quelle est l'entreprise ou quelques entreprises qui sont extrêmement avancées sur les nouveaux modèles de vente, qui sont vraiment révolutionnaires à vos yeux? Peut-être parmi vos clients, j'imagine. Je veux dire que les entreprises qui me semblent aujourd'hui les plus avancées sont celles qui ont approché ce qu'on appelle le multicanal. C'est dans le domaine de la banque, de l'assurance, où ça ne vient pas se substituer, et tout le domaine de la vente aux particuliers. Pourquoi? Parce que les changements sont nés de la vente aux particuliers. La vente aux particuliers a toujours eu une avance très significative sur la modélisation des pratiques commerciales. D'abord parce que ça repose sur du très grand nombre, et à partir de là c'est facile. Quand il y a du grand nombre d'achats, même via la grande distribution, ils sont encartés, comme on dit, le terme n'est pas beau, mais le fait qu'ils soient encartés, on a une connaissance parfaite de leurs pratiques d'achat, et à partir de là, on peut leur proposer ce que l'on veut. Des grandes évolutions comme le category management, qui consiste à avoir des logiques de classification des produits selon une logique consommateur et pas industrielle, qui est une grande évolution dans l'approche,
est très difficile à mettre en place dans un magasin. L'exemple, quand on dit la logique du placard pour la consommatrice, dans son petit déjeuner, elle a le café qui va se trouver à proximité des filtres et de la confiture, parce que c'est l'ensemble petit déjeuner. Faire ça dans un magasin, c'est très compliqué. Le café se trouve au rayon café, la cafetière se trouve au rayon petit électroménager. Avec Internet et les nouvelles technologies, on peut tout regrouper. Et les offres associées en fonction des comportements sont très faciles à faire avec les nouvelles technologies. Petite anecdote, pour mon anniversaire, j'ai eu une table de ping-pong. C'était une belle surprise, simplement je le savais. Parce qu'en allant sur l'ordinateur, sur Google, elle est venue, la table de ping-pong. Une première fois, une deuxième fois, je me suis dit, tiens, j'ai une idée de mon cadeau. On est identifié en tant que particulier. Pour moi, les entreprises qui sont évoluées sont celles qui ont réussi à aller en amont sur le parcours d'achat. Donc qui ont complètement calibré et qui sont présentes là où il le faut. Disons, dans le B2B, il y a quand même, pas le commerce au particulier justement, mais au professionnel, il y a des structures qui sont alors, nettement moins avancées, j'imagine, mais quand même. Je l'ai vu dans la technologie. Dans la technologie, je ne peux pas citer les noms, mais j'ai des exemples ici de démonstrations en 3D pour expliquer à l'export ce que c'est. On fait des gains énormes. Et le fait d'utiliser la technologie 3D pour expliquer un mécanisme, une unité de fabrication. Faire venir quelqu'un pour lui faire visiter une usine, on sait que c'est souvent un moment fort, mais il faut déjà lui donner envie de venir visiter l'usine. Et rien de tel que d'avoir une première version d'un film qui est un teasing qui peut inciter. En fait, ceux qui ont utilisé de nouvelles technologies sont ceux pour lesquels les coûts de transport étaient extrêmement élevés. Et on a commencé à avoir des ventes à distance. On a modélisé des entretiens de vente entre des très grands constructeurs dans le domaine électrique à un niveau mondial, où on a reconstitué des simulations virtuelles acheteurs-vendeurs via même, à l'époque, ça s'appelait Second Life, où on leur a donné des avatars et simulé des véritables entretiens. Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a eu. Parce qu'on n'était plus dans le conflit, on était dans la construction. C'était une expérience intéressante. Est-ce que ces démarches sont aussi valables pour des marchés très locaux et des produits du style seconde œuvre du bâtiment ou des choses comme ça, où on doit faire enduire sa façade, acheter une fenêtre ou des choses comme ça? Plus que tout. Plus que tout. On est en train de modéliser aujourd'hui les comportements vis-à-vis des plombiers chauffagistes locaux, avec un groupement qui s'appelle le G5, en utilisant ces nouvelles technologies. On est en train de rénover un petit appartement avec mon épouse. Elle m'a dit, j'ai été surprise, il y a un gars qui est venu, parce qu'on avait une baie coulissante, et il fallait mettre une serrure sur cette baie coulissante. Hier soir, il est venu, il a pris son iPhone, il a photographié, il a envoyé ça au fabricant pour savoir si c'était disponible immédiatement. On a fait des travaux de terrassement, d'accès. Il y avait quoi? Il y avait un budget de 1 500 € de terrassement. Le garçon est venu en petite entreprise de terrassement. Elle lui dit, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Il dit, je veux mettre un petit enrochement là, ce serait pas mal d'avoir. Il est allé chercher sa tablette, je vous jure, et il a montré la finition. Il dit, est-ce que ça vaut combien comme finition sur sa tablette? Aucun souci. Qu'est-ce que vous pensez des ventes téléphoniques actuellement sur lesquelles on roule tous les jours? Sur lequel, pardon, je pense. Les ventes téléphoniques qui nous amènent, qui nous approchent à domicile régulièrement. L'efficacité, quelle est l'efficacité de ce système? Ça marche. Ça marche. Je suis confronté, mon plus jeune fils est vendeur hard seller, le fils avec une formation du bâtiment, technicien supérieur du bâtiment, il dit je vais aller faire un petit peu de la vente. Il vend de la loi Cellier. Connaît rien de rien, cette technique de vente comme ça. Et puis on lui donne des rendez-vous qui sont pris par une plateforme lointaine. Des gens qui n'ont rien demandé, qui vivaient peinard chez eux. Ils vendent 2 appartements par mois. Et c'est pas celui qui en vend le plus. Conclusion, on a vite fait le calcul. Ça marche. Et c'est extrêmement désagréable. Mais ça marche. Est-ce que cette technique nous interne à la vente de services? Pardon? La vente de services. Oui. La zone la plus importante pour la vente de services, c'est ce qu'on appelle la caution sociale. Dans la vente de services, on a besoin de témoignages.
de dire il y a eu telle chose. Il n'y a rien de plus simple que de faire témoigner quelqu'un dans la vente de service, puisqu'il est difficile de le matérialiser. Mais la vente de service nécessite encore un autre modèle de vente qui est le plus projectif de tous, qui consiste à dire comment voulez-vous apprécier un service avant de l'avoir testé. C'est absolument impossible. Donc ce que j'ai prévu, c'est un moyen de vous faire découvrir notre service dans des conditions particulièrement exceptionnelles, ce qu'on appelle l'offre irrésistible. Et il y a des mécanismes globaux de séduction qui sont basés sur l'offre irrésistible et sur le test du service, à condition qu'il soit récurrent. Si c'est un service en one shot, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'il y avait encore quelques questions? Parce que l'heure passe. Oui. Par rapport aux acheteurs, est-ce que justement un des enjeux pour la vente aujourd'hui, c'est pas de passer le filtre des acheteurs? Il y a des clauses très strictes et très différentes. En tant que vendeur, on sait bien que notre problématique, c'est de dépasser le filtre de l'acheteur. Est-ce que ces techniques permettent de passer ce filtre pour arriver à ce consommateur? Pour arriver à contacter l'acheteur ou pour être plus à l'aise face à l'acheteur? Non, pour celui qui a besoin d'un produit, c'est pas l'acheteur, c'est celui qui est derrière l'acheteur. Oui, alors, ça c'est encore un autre point, c'est que ces nouvelles technologies nous permettent de toucher n'importe quelle cible. Le tout, c'est de les avoir identifiées au préalable. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut multiplier les interactions. Dans le domaine du commerce, c'est quelque chose de très mathématique. C'est que pour signer des affaires, il faut rencontrer des clients ou des prospects. Et que plus on rencontre de prospects, plus on signe d'affaires. Ça, c'est immuable. Simplement, le coût commercial, c'est le coût de la rencontre qu'on va ramener au chiffre d'affaires que l'on va réaliser. Aujourd'hui, on ne raisonne plus en rencontre, on raisonne en interaction. Et une interaction, elle est faite physiquement, elle est faite par téléphone, mais elle est faite par tous les moyens qui sont à notre disposition. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que rencontrer les utilisateurs dans une usine, c'était extrêmement onéreux. Mais grâce aux nouvelles technologies, on peut très bien avoir des interactions. Le tout, c'est de trouver les moyens de rentrer en contact avec eux. Ça, c'est notre histoire. Mais le coût de l'interaction a tellement baissé, il faut le faire. Le film, il peut servir pour tout le monde. Une question? Ma question portait sur le coût. Effectivement, l'utilisation de ces outils, elles sont coûteuses en temps, en argent. Ça vient se rajouter du commercial. L'utilisation et la mise en place de ces outils ont un certain coût en temps et en argent. Ça va se rajouter au coût commercial habituel. Et aujourd'hui, les marges, en l'occurrence, sont quand même de plus en plus faibles. Donc, quid du modèle économique? Pour donner un exemple, la tablette interactive telle qu'on l'a vue là, tablette que vous connaissez le fabricant, il y a un film d'un dirigeant d'entreprise, il y a un témoignage d'un client et il y a 2-3 films techniques qui ont été repris. Le coût de cette tablette, c'est 3 mois de salaire d'un vendeur moyen avec les charges sociales. C'est tout. Et quand on regarde l'impact, il y a quelques temps, je suis allé chez un client, j'avais parlé d'un développement informatique qu'on avait réalisé, un CRM un peu sophistiqué. Il me dit, c'est une bonne idée, il faudrait que tu en parles à notre DG, ça pourrait l'intéresser. Il organise un rendez-vous avec le DG, je m'attendais à rencontrer le directeur commercial et son patron. Quand je suis arrivé dans la salle, il y avait 7 personnes. Un petit peu curieux, j'ai mal préparé mon entretien. Et qui êtes-vous? Il y avait 3 consultants en système d'information, il y avait le directeur des systèmes d'information, il y avait le directeur financier. Ils nous ont dit, expliquez-nous comment fonctionne votre CRM. Alors là, on respire bien, et puis on se dit comment on s'en sort. Et tout simplement, je leur ai dit, est-ce que vous avez une connexion Internet? On va se mettre sur Skype, et puis on va se connecter au technicien, vous lui posez toutes les questions que vous voudrez. Voilà. Je suis incapable de répondre à la moindre question technique, mais pour l'aspect commercial, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose. Mais techniquement, eh bien, on s'est connecté. Ça vaut combien de connexions Skype? Rien. Et la personne au bout, si on lui dit on veut avoir dans l'entreprise un technicien en permanence qui sera capable d'être en soutien pour les commerciaux, ça change plein de choses. C'est pas aussi onéreux que ça. Ce que je propose, puisque le temps passe, peut-être, c'est qu'on poursuive